Mesdames, messieurs, bienvenue sur le plateau d'Instant Court. Alors d'habitude, c'est vrai, on fait une intro, on met pas mal de budget dedans, mais restrictions budgétaires oblige. Coupe annoncée depuis le début de l'année, il n'en aura pas. Nous nous excusons, mais au montage, notre réalisateur incrustera un reportage sur la langoustine. Instant Court, c'est juste après. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Instant Court 2026, seule et unique émission de ce Grand Cru 2026, 48e édition du Festival international du court-métrage ici à Clermont-Ferrand. Mais c'est quand même un grand plaisir d'être ensemble pour parler de court-métrage, pour parler de cinéma, en cette période trouble où les budgets ne cessent de diminuer et où les mauvaises nouvelles affluent massivement à la télévision. Eh bien, nous allons essayer de vous remonter le moral avec des cours drôles, réjouissants, aux ambiances particulièrement positives, avec un nouveau plateau cette année. On a changé les canapés, on s'est dit bon pourquoi pas, autant se faire plaisir. Et puis on a aussi changé les chroniqueurs, les anciens étaient usés, il fallait les renouveler. Et je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau donc Joran, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Émilien. Bonjour. Et puis Anna. Salut. Voilà, donc écoutez, on est ravis, on va parler cours aujourd'hui. Donc vous allez nous présenter chacune des courts-métrages qui vous ont marqué, tous en compétition sur le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, dont voici la bande-annonce. έχω, αλλά δεν μιλάνε. Ακούνε. Ακούνε. Και δεν μιλάνε ποτέ. Μερικές φορές μου μιλάνε. Και τι σου λένε. Βγάζουν ήχους. Κάνουν. Ta gueule.
Eh bien, des courts-métrages à découvrir toute cette semaine de festival à Clermont-Ferrand et une sélection de courts-métrages que nous avons choisis sur le plateau d'Instant Court. C'est notre rubrique Chasse à court. Notre rubrique Chasse à court avec tout d'abord Joran, c'est ton tour. Tu as choisi un court-métrage alors qu'il n'est pas forcément très drôle. Mais comme d'habitude, Clermont-Ferrand est rattrapé par l'actualité et on aime aussi le festival pour ça, sa capacité à dire, à montrer des problématiques et des sujets d'actu. Là, on va parler du conflit israélo-palestinien avec un court-métrage qui s'appelle Coyote. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc effectivement, c'est pas du tout un film drôle, mais je pense que c'est un film nécessaire et très fort et coup de poing. Donc Coyote, c'est un film franco-palestinien réalisé par Saïd Saga. Ça se passe donc en Cisjordanie de nos jours. Une chirurgienne palestinienne rentre chez elle par la route en plein désert la nuit et elle crève, son pneu crève plutôt. Et un homme vient lui porter secours, un homme qui sort un peu de nulle part et on comprend très vite qu'il n'est pas là complètement par hasard. On va regarder la bande-annonce et on en parle un peu après. مساء الخير بدك مساعدة إشي؟ شكرا كنت بدبر حالي لو مش ليل هو الصراحة كتير عاطل الواحد ينقطع لحاله بالخلا. في معك عدي؟ ورا Oui, donc un court-métrage, tu l'as dit, qui s'inscrit dans un contexte qu'on connaît d'un génocide qui a lieu à Gaza, mais et pour autant qui n'éclipse pas tous les enjeux qui se déroulent notamment en Cisjordanie, où on a une colonisation israélienne avec cette thématique finalement qui est traitée dans ce court-métrage. Oui, en fait, donc là, il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est ça qui est fort. En 20 minutes, ça traite de gros thèmes. Donc, c'est un film éminemment politique, voire même provocateur, je trouve, parce que voilà, tous ces thèmes mélangés en si peu de temps sur il traitait de cette manière. En même temps, c'est un polar quasi. Enfin, moi, j'ai ressenti cet effet polar, notamment par la lumière et par le traitement de la lumière et tout. C'est pas du tout un film réaliste, disons. Il y a vraiment un traitement très spécifique, ce qui est aussi en fait un film un peu à la croisée des genres, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être parler finalement de ce qui est intéressant dans ce cours, parce que le titre c'est Coyote. Ouais. Et dans le court-métrage, on va avoir un petit peu une sorte de métaphore qui va être tissée entre les coyotes et les sangliers. Donc ouais, le titre Coyote, donc il y a une symbolique, une métaphore filée un peu de bout en bout du film sur cet animal qu'est le coyote. Donc au début, on en voit dans le désert qu'elle traverse, la jeune chirurgienne. Et on voit qu'ils ont l'air quand même bien agressifs, quoi. Si elle crève, donc si la voiture crève et qu'elle sort de sa voiture, elle risque potentiellement de se faire un peu agresser par ces coyotes, quoi. Donc on comprend ça assez vite. Et en même temps, l'homme qui vient lui porter secours lui fait toute une métaphore, pour le coup, très claire et très dérangeante, qui dit en gros, les coyotes sont, contrairement aux sangliers, sont une race d'animal supérieure, en gros, par rapport aux sangliers qui seraient une sous-race d'animaux, puisque les sangliers s'accouplent même quand ils sont du même sexe. Et il dit... il demande à la femme, et vous êtes plutôt un sanglier ou un coyote? Et là, la femme, elle commence à avoir très peur de la personne parce qu'on comprend qu'elle est homosexuelle et du coup qu'il connaît des trucs sur elle parce qu'il n'a pas l'air d'être là par hasard. Et là, le film bascule dans quelque chose un thriller quasi même, là, pour le coup. Et voilà, et après je peux pas dévoiler toute la fin et tout, mais il y a encore toute cette métaphore sur le coyote, et même la fin est assez ironique et tout, toujours par rapport au coyote. Encore une fois, je vais pas le dire, mais par contre, c'est à la fois quand même assez sombre comme fin. C'est aussi une réflexion sur quelle est l'issue de tout ça.
de cette guerre, de ce génocide en cours, de ces confrontations qui ont l'air de ne pas trouver d'issue, quoi. Et c'est un cours qui s'inscrit aussi sur le temps long, hein, puisque ça date pas d'hier, la colonisation en Cisjordanie, c'est un problème récurrent qui montre des crispations, et le film insiste aussi sur ces dualités, sur ces tensions entre les personnages, sur les non-dits. Le traitement photographique est vraiment bon, enfin, c'est vraiment un chouette film à aller voir dans ce contexte particulier. Merci de nous en avoir parlé, Joran. Bah, merci, à toi. Alors Anna, de ton côté, toi tu es venue avec un court-métrage qui s'appelle The Ice, c'est ça? Yes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors The Ice, c'est une sorte de documentaire qui a été réalisé par Nicolas Gouraud et qui traite en fait de travailleurs philippins, vénézuéliens qui en gros analysent et rangent des maps afin de servir des voitures automatisées américaines. Et en fait, c'est tout un documentaire qui est fait en phone footage où du coup il se sert que d'images du web pour illustrer son propos, et il interviewe du coup en off ces travailleurs-là. Et j'ai trouvé assez intéressant dans sa forme déjà, qui du coup je trouve s'allie avec le fond politique, et c'est toute cette question de ces travailleurs-là qui connaissent ces endroits par cœur, qui les numérotent, mais qui en fait n'auront jamais accès à ces pays ou ne pourront jamais vraiment y aller, de par le fait déjà qu'ils soient sous-payés et que ce soit quand même une forme de nouvelle exploitation, quoi. Enfin, voilà, et c'est en ce sens que j'ai trouvé ce docu assez juste et assez beau, et aussi que c'est un métier en fait dont on parle assez peu, et surtout ces nouveaux métiers qui servent l'intelligence artificielle, quoi. Je vous propose qu'on regarde le teaser et puis on en parle un petit peu après. We need to annotate everything. We need to annotate people, we need to annotate vehicles, we annotate the road, even the road markings. We annotate everything. Even vegetation and buildings, even the sky. We need to annotate everything. Alors toi, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce cours? Bah, déjà, c'est la proximité qu'il entretient du coup avec ses protagonistes. En fait, on les voit pas, mais en tout cas, c'est eux qui racontent leur travail, qui nous le montrent aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort. Enfin, c'est pas du tout pathos ou essentialisant. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de donner la parole vraiment, et assez simplement, quoi. Et en plus, cette autre forme où du coup on est vraiment plongé dans ces images-là, et dans ce travail aussi qui est genre très laborieux, très fatigant, et pas très intéressant, enfin d'une certaine manière, quoi. C'est ce que t'as retenu toi aussi, Emilien, dans ce cours? Ouais, complètement. Mais moi, c'était aussi sur justement toute l'esthétique qui est très marquée, qui est vraiment un film labo très expérimental, où on est derrière l'écran de l'ordi, il y a toutes ces couleurs très saturées, jaune, vert, violet. Et je sais pas, il y a tout un truc autour de cette esthétique qui est très agréable, très satisfaisante, et qui est pas du tout gratuite, et qui est vraiment justifiée politiquement. Et je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça trop fort de nous faire phaser comme ça, mais sur un sujet politique et pas sur un sujet poétique. C'est ce que tu retiens de ce cours, et c'est sur cette base-là que tu le recommandes, Anna, en fait? Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas genre juste seulement esthétique, et juste ça interroge aussi sur cette idée-là de paysage et de comment on connaît le monde. Enfin, je sais pas. Ouais, moi, je trouve qu'il y a l'espèce de contradiction hyper marquée entre l'esthétique hyper marquée aussi et les faits hyper précis. Enfin, l'esthétique qui est très abstraite et les faits qui sont... Enfin, il parle de salaire, il parle de 0,20 centimes par... Ouais, c'est par heure, et en fait, en fonction de leur VPN, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de VPN, changer de pays, ils sont 1000 fois mieux payés. Ouais. Et ça aussi, du coup, ça interroge en fait sur comment ils sont traités, et aussi sur juste ces métiers qu'on connaît pas, qui sont genre ultra mis de côté, et, enfin, assez peu montrés quand même, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un cours qu'on peut retrouver en compétition au Festival du court-métrage. Et un dernier court-métrage qui vous a intéressé, qui vous a marqué, c'est toi, Emilien, qui a retenu le film Mardochie.
Alors de quoi ça parle peut-être ? Alors Mardochie, c'est un film de Lucas Glop qui est une adaptation de Abdel Attaya et qui parle donc du... On prend Vincent dans une journée de sa vie où il rentre de Rabat, où il était allé pour voir la maison d'enfance de son père, qui est parti après la libération du Maroc, qui était un juif marocain. Et donc sur le chemin du retour, il va le voir à l'hôpital. Et avant de prendre son dernier train pour aller le rejoindre à l'hôpital, il rencontre Ahmed, je crois. Et il tombe amoureux, c'est un grand mot, mais ils se rencontrent de manière romantique. Et c'est une très belle histoire entre ces deux personnes qui se rencontrent. Et le personnage principal, Vincent, qui est dans une espèce d'éternelle fuite et en même temps éternelle rencontre avec un peu tout ce qu'il y a autour de lui. On n'a pas de teaser, mais on a une photo. Ouais. Qu'on voit en même temps que tu nous parles de ce court-métrage. On sent en fait ce que tu es en train de nous raconter, on sent un peu cette tension entre les personnages. Peut-être que tu peux développer sur cet aspect un peu. Ouais, complètement. Pour moi, cette image est très parlante du projet parce que c'est un moment où ils viennent de se rencontrer et il sait pas s'il doit aller retrouver son père qui est mourant, pour qui il était allé voir sa maison d'enfance, ou s'il doit rester avec son jeune amant qu'il vient de rencontrer, avec qui il a déjà une connexion très forte. Et pour moi, tout ce film, il se passe sur ces contradictions-là entre comment est-ce que Vincent fuit et retrouve un petit peu tout en même temps. C'est un peu bateau dit comme ça, mais il y a un truc il cherche son identité en tant que juif marocain avec du coup la maison d'enfance de son père. En même temps, c'est quelque chose qu'on comprend qu'il essaye peut-être de fuir ou il rencontre cet amour et en même temps il le fuit. Il y a tout ce truc-là autour du deuil où il y fait face et on entend tout le temps des messages vocaux de ses frères sur son père qui va bientôt mourir. Et lui, il y fait face, en même temps, il fuit cette idée du deuil en restant du coup chez Ahmed au final. Ouais, on voit là avec tous les cours dont on vient de parler qu'il y a quand même toujours cette prégnance des enjeux sociaux, des enjeux politiques aussi dans le cours. Et cette liberté du format du court-métrage finalement qui permet de raconter ces histoires sans trop en dévoiler, avec toujours une forme de pudeur. Moi, c'est ce que je remarque dans tous les cours qu'on a choisis. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui sont à lire entre les lignes et qui nous permettent d'avoir des niveaux de lecture beaucoup plus complexes que sur d'autres médiums. Et c'est la force du court-métrage. Et ça, il faut saluer. Il faut soutenir le court-métrage en allant voir des films toute la semaine sur le festival. Je ne sais pas si vous aviez un mot à rajouter sur ces cours. Bien, très bien. Rien, voilà le silence, les non-dits, finalement on reste dans la thématique. Merci de nous en avoir parlé en plateau. On va avoir un gros plateau dans quelques instants, c'est notre séquence à cours ouvert, on reçoit de nombreuses invités et on va parler cinéma, on va parler court-métrage, ça va être passionnant. Très bien, et donc de retour sur le plateau d'Instant Court avec un plateau extrêmement garni et j'en suis ravi puisque nous avons plein d'invités pour nous parler court-métrage, pour discuter du court-métrage, de l'économie du court, du fonctionnement, des spécificités du cours ici sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors je vais essayer de présenter toutes mes invités et nous avons donc Louise Vergier et Margot Maignan des Deux Ardentes. Bienvenue sur le plateau. Merci. Nous avons également Maëva Chazalon, Chérine Drouy et Noah Gardiola pour les dissociés. Bonjour. Beaucoup d'invités. Et puis, Léa Valdel pour Artedif. Bonjour. Toute seule. Finalement. On est trois à la base. Et effectivement, sur le festival, là, aujourd'hui, je suis toute seule. Accompagnée de bébé Yoda. Oui. Voilà. Présidente d'association. Alors merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Instant Court. On va parler pendant une grosse demi-heure de tous les enjeux du court-métrage. Remettre dans le contexte aussi qu'on connaît et qui n'est pas forcément très marrant pour la culture dans son ensemble, connaître l'impact que ça peut avoir dans vos métiers et vos activités spécifiques, parce qu'on sait qu'il y a des coupes budgétaires des collectivités et de l'État, on sait qu'il y a des difficultés économiques, on sait qu'il y a plein d'enjeux aussi de notre époque sur tout un tas de thématiques. Je pense à l'IA, je pense malheureusement aux difficultés géopolitiques qu'il peut y avoir dans le monde, et en même temps plein d'opportunités de faire mieux, de faire différemment, de construire des choses et de lancer des projets. Et vous avez plein de projets dont vous allez nous parler sur le plateau. Alors je vais commencer avec les Deux Ardentes puisque vous êtes à ma gauche et qu'il faut toujours commencer par sa gauche, paraît-il. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce que c'est les Deux Ardentes et en quoi ça consiste et ce que vous faites au quotidien? Il y a du partage de micro sur le plateau, c'est beau.
Du coup, Les Deux Ardentes, c'est un duo d'autrices-réalisatrices composé de Margot et moi-même. Et du coup, on a déjà réalisé une dizaine de courts-métrages, mais nous, c'est un peu en cours de développement, on va dire, parce qu'à la base, on est toutes les deux comédiennes de formation. Et du coup, c'est un peu roots, mais ça l'est de moins en moins. Mais voilà, on apprend petit à petit à réussir à faire des projets de plus en plus ambitieux. Exactement. Du coup, nous, on n'a pas de structure juridique. On fonctionne depuis 2 ans et demi en vraiment, comme elle dit, roots, donc autoprod, etc. On n'a pas de... On fait tout bénévolement et avec les gens qui veulent bien nous suivre pour l'instant. Mais ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on espère pouvoir continuer de développer tout ça. D'un côté, c'est à l'image aussi du court-métrage. On en reparlera sans doute au fil de l'eau, mais le court-métrage, comme plein d'autres domaines culturels, ça fonctionne aussi avec beaucoup de bénévoles, avec beaucoup de gens qui donnent de leur temps sans compter, avec parfois des économies de bout de ficelle comme on peut. Et à l'arrivée, on a des super projets. Et là, on le voit cette année encore à Clermont-Ferrand. Ça nous fait voyager. On a des propositions artistiques audacieuses qu'on n'a pas forcément dans le long métrage. Est-ce que finalement, ce côté un peu route, ça vous donne pas des idées aussi et ça vous permet pas de créer des projets que vous auriez peut-être pas la possibilité de faire dans le long métrage, dans des projets très encadrés avec des cahiers des charges ? C'est sûr qu'on a beaucoup plus de liberté parce qu'on n'a pas, on a les contraintes budgétaires, mais du coup on fait ce qu'on veut, quoi, on va dire. Mais on apprend. Je trouve que le fait de commencer en ne sachant pas du tout, nous c'était vraiment une filmée avait le micro sur la caméra, l'autre jouait et on échangeait, quoi. Donc c'était vraiment, on n'y connaissait rien au métier du cinéma et ça nous a appris plein de choses en fait, et un peu en se cassant la gueule, on a appris et on s'y connaît mieux maintenant, quoi. Oui, c'est ça, on apprend, on a commencé à 2 et là le dernier, on a participé au Nikon Film Festival et on avait une grosse équipe, on avait 15 personnes en équipe technique, 10 danseurs, un comédien, 15 figurants. Donc ça c'était cette année. Ouais. Enfin, du coup on a tourné en novembre. Ouais. Et oui, du coup on essaie de profiter de ce qu'on a là justement en se disant on peut faire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire et on va au bout de nos idées, tout en faisant participer des gens qu'on trouve très talentueux et qui, pareil, sont pas toujours... sont en galère, comme beaucoup de gens dans nos milieux encore aujourd'hui. Donc voilà, on s'amuse bien en tout cas. C'est le principal, et peut-être que c'est aussi votre cas, Maëva, Chérine, Noah, avec les Dissociés. Alors vous, c'est plutôt... Est-ce qu'on peut parler d'un collectif engagé pour vous décrire ? Alors, vous pouvez reprendre peut-être un deuxième micro si vous voulez. Oui, on se positionne dans le court-métrage, on se positionne autant sur les manières de créer que sur les sujets qu'on traite, sur des sujets globalement de responsabilité en fait, que ce soit socialement, écologiquement, et c'est très lié en général. Donc on parle clairement de création engagée chez nous. Ouais. Et puis même du coup depuis la création, donc ça fait 6 ans, presque bientôt 6 ans. Du coup qu'on existe. Donc nous on est une association qui est en train de se monter en structure, donc en société de production. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est accompagné par le Pôle Pixel pour ça cette année. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on a un entremetteur. C'est ça, tout à fait. On salue Pierre Triolet du Pôle Pixel et le Pôle Pixel. Et le Pôle Pixel. Et du coup, effectivement, depuis les débuts de la création des Dissociés, on s'est tout de suite positionné sur de la création politique et ou engagée. C'est pas forcément des sujets politiques, mais en tout cas c'est politisé par essence. Et voilà, du coup. Et on essaye de montrer des diversités de représentation, du coup, à l'écran. Ces dernières années, ça a beaucoup été dans les représentations queer. Et puis là, on essaye d'élargir aussi un peu plus ce qu'on a envie de montrer. Et puis voilà. Et puis effectivement aussi, même dans la diversité des équipes, on essaye... on a des équipes majoritairement féminines et ou queer. Donc voilà. Est-ce que... Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, le court-métrage, par essence, c'est un médium qui permet cet engagement, puisqu'on disait, c'est aussi une forme qui est très libre, et on le voit tous les ans à Clermont-Ferrand, on a un ensemble de propositions très audacieuses, très libres. Est-ce que c'est ce format-là particulier, au-delà de la simplicité qu'il présente, parce que c'est plus simple de faire du court que du long, évidemment, même budgétairement, est-ce que c'est aussi cette liberté qui vous attire dans le format court et qui vous donne la possibilité de lancer des projets audacieux, nouveaux, porteurs de sens? Noah, si tu veux répondre, peut-être en tant que réal.
La patate chaude. J'allais dire la patate chaude. Je trouve de toute façon il faut passer par le court-métrage pour pouvoir faire du long, parce que souvent les premiers cours qu'on fait quand on sort d'école ou même avant, c'est du format très court et du coup, par exemple, le dernier film que j'ai réalisé, c'est un 17 minutes et ça m'a paru déjà immensément long comme terrain de jeu où explorer une histoire, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose autour de la liberté de création dans le court-métrage, peut-être parce qu'il n'y a pas l'enjeu spécialement de la sortie en salle et donc de la rentabilité à ce point-là en tout cas. Et du coup, ça laisse plus libre cours à parler de sujets engagés, d'avoir des styles... peut-être d'expérimenter le style de l'image plus librement, etc. En tout cas, j'ai cette impression qu'il y a plus de liberté autour des thématiques et tout, et peut-être parce que ça coûte moins cher aussi. Mais en tout cas, le court-métrage, je trouve que c'est vraiment cool pour ce défi de résumer une histoire, un univers dans un format court, et à la fois, c'est une étape, je trouve, un peu obligatoire pour réussir à écrire du long-métrage éventuellement plus tard. Est-ce que vous sentez que sur toutes ces thématiques que vous traitez, surtout avec un engagement fort, vous êtes plus écouté, plus accueilli par des financeurs, par des structures, par des partenaires? Je vais dire qu'il y a 10 ans, alors je ne sais pas s'il y a 10 ans vous étiez déjà dans le court-métrage, mais est-ce que vous voyez que ça avance aussi là-dessus, qu'on y est de plus en plus sensible, que les publics sont de plus en plus réceptifs aussi? Il y a 10 ans, du coup, j'avais 14 ans. Du coup, je pense pas que j'étais pas trop en lien encore avec les financeurs. Après, moi, c'est surtout autour de moi que je vois une évolution des mentalités. Après, c'est aussi peut-être parce que je m'entoure des personnes qui me ressemblent un petit peu plus. Donc, peut-être qu'il y a un peu ce biais-là. Donc, je sais pas exactement, mais pour le court-métrage de Noah, du coup, qu'il a réalisé, donc qui s'appelle Chronique de la forteresse et du King, et que du coup, j'ai produit, et où Chérine était en production également dessus. On a eu des aides de la métropole, du CROUS, du CVEC. Donc, on a été quand même soutenu par la région, enfin par la ville, surtout de Lyon. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est... Oui, j'allais dire, du coup le film traite de... Est-ce que tu veux donner le titre du film peut-être, Chronique de la forteresse et du King. Et du coup le film traite de santé mentale et le personnage principal est un personnage queer. Et on sent que dans les commissions qu'on a fait donc pour avoir des soutiens financiers, ça leur tenait à cœur, ça leur a plu, le fait qu'il y a un personnage queer, mais c'est pas la thématique du film. La thématique du film, c'est sa santé mentale. Et c'était aussi du cinéma de genre. Il y avait un truc qui plaisait. Oui, la santé mentale, c'est un autre gros sujet qui est vraiment d'actualité, dont il faut parler, d'ailleurs. C'est ça. Donc, ok. Très bien. Je passe la parole à Léa. Alors Léa avec bébé Yoda dans les mains, toujours à cette émission vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Artedif? Eh oui. Artedif, c'est une association qui a été créée avec du coup 2 de mes amis. Donc ça a été créé en mai 2025 et on est en pleine phase, on va dire, d'expérimentation. Depuis le mois de septembre, du coup, on est suivi au sein de l'incubateur du Pôle Pixel, où on apprend énormément de choses, à se structurer, etc. Et Artedif a pour but de venir aider à la création, à la production et à la diffusion sur 3 pôles différents qui sont de l'art, qui sont le cinéma, le théâtre et la musique. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, ces trois formes d'art étaient liées. Et qu'on pouvait faire des ponts. Et notre but est aussi d'apporter des projets professionnalisants pour soit ceux qui sont encore à l'école, soit qui sortent des écoles, d'avoir des premiers cachets, essayer de trouver des fonds pour pouvoir faire des premières rémunérations. Ouais, donc vraiment le parcours vers la professionnalisation pour l'insertion, quoi. Voilà. Exactement. Et après, on fait beaucoup aussi de diffusion, mais plus sur tout ce qui est théâtre pour l'instant. D'accord. C'est intéressant que tu mentionnes toi aussi le lien avec le Pôle Pixel. J'aimerais que, c'est le moment un peu promo, quand tu parles d'accompagnement, concrètement, que fait le Pôle Pixel? Peut-être dire un mot aussi du Pôle Pixel? Ouais. Et Attention, on est supervisé. Tu me fais des signes si je dis n'importe quoi. On a des gens en coulisses qui surveillent nos propos sur le Pôle Pixel. On salue Victoria. Du coup, le Pôle Pixel est un lieu au niveau de Villeurbanne qui accueille et héberge pas mal d'entreprises, de jeunes entreprises, de studios. Et du coup, cette année, ils ont créé un incubateur
ou avec 2 cursus différents, donc un cursus rapide, intensif, et un cursus donc plus long. Donc je fais partie du plus long, donc on est suivi du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Et plusieurs fois par mois, on va avoir des formations, des discussions, des rencontres autour de différentes thématiques. Ça va être apprendre à pitcher son projet, comment, les différentes formes juridiques, l'administration, voilà, plein de choses. On a aussi des phases de codev où tous les projets vont se retrouver pour discuter autour d'une thématique particulière. Et par exemple, la semaine dernière, c'était un peu autour de la santé mentale, comment tenir bon quand on lance sa jeune structure dans un monde compliqué avec peu de budget, comment on s'accroche, voilà. Donc peut-être les autres, même question, l'accompagnement du pôle Pixel, en quoi il consiste et votre lien avec le pôle Pixel? Nous, on peut réenchaîner parce que du coup, on est dans le parcours intensif. Donc, on a commencé en octobre et là, c'est un peu notre clôture, le festival de Clermont. Il y aura une belle autre clôture. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, c'est un peu les mêmes choses, mais en moins poussé. On a les mêmes ateliers, le pitch, les contrats, les structures juridiques, etc. Et nous, du coup, j'ai l'impression que la différence entre les deux, c'est un peu l'état de développement des projets. Donc nous, on est vraiment au tout début et ça nous permet de réfléchir à comment s'inscrire justement dans le paysage, dans l'environnement du cinéma qu'on connaissait très peu. Donc de rencontrer des gens, de découvrir ces acteurs, des ces projets. structures, etc. Ok, ces réseaux. Exactement. C'est ça, et de savoir ensuite, typiquement nous, si est-ce qu'on veut lancer une boîte de prod, comment on veut. Qui serait la suite logique, presque, est-ce que vous avez entamé en fait, c'est ça? Ouais. Mais là, santé mentale, là. Ouais. Évidemment. Voilà. On est aussi mis en lien avec des mentors. Ouais. Donc nos référents au pôle Pixel choisissent des mentors pour accompagner les projets. Et du coup, par exemple, nous, ça va être une boîte de prod, Ganache, oui. Qui présente justement un cours ici. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ça va être vraiment après d'être accompagné par des structures qui nous ressemblent et venir pouvoir poser des questions en fait à des personnes qui ont déjà plusieurs années d'avance sur nous. Donc c'est hyper intéressant sur ça. C'est ce que vous retenez? Oui, et puis nous, on est dans le même parcours que Léa, du coup, et une chose qui est très intéressante aussi, je trouve, c'est qu'il y a une variété de profils. Il y a du jeu vidéo, il y a de la scène, il y a vraiment beaucoup de choses, et ça permet aussi de faire des liens entre des milieux qui sont pas forcément amenés à se croiser, comme le disait Léa, en fait, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, et de voir aussi que c'est un territoire qui est très dynamique et qu'il est de plus en plus, et c'est un peu aussi le moment de mettre le pied à l'étrier et d'avancer dedans. Donc il y a beaucoup de choses qui rendent ce parcours hyper productif, que ce soit nous au sein de notre association. Donc on est en train de restructurer en société de production, donc pareil avec des questionnements, est-ce qu'on garde l'association ou pas en plus, donc sur lesquels le pôle Pixel nous accompagne très bien aussi. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là, et en plus dans un écosystème de plus en plus dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Oui, parce que finalement, et c'est aussi l'objet de votre venue à Clermont-Ferrand dans le cadre de ce parcours, la dimension très importante et centrale de ce que je comprends, c'est aussi la mise en réseau, c'est-à-dire l'insertion dans ces réseaux du cinéma qui sont denses en Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont bien évidemment, surtout à Lyon. On a une densité en termes de structure d'acteurs du cinéma, du court et du long métrage qui est folle. Est-ce que finalement toutes ces rencontres, elles vous donnent des perspectives? Est-ce que c'est au fil de rencontres parfois qu'on débloque des situations, qu'on craque des enjeux? Tu viens d'évoquer la question de la transformation du statut juridique. Est-ce que parfois c'est ces rencontres, ok, c'est bon, j'ai trouvé la clé, ok, je suis rassuré, mon inquiétude, quelqu'un est passé par là avant, va me donner des conseils, ça m'aide. Est-ce que ça vous enrichit ces rencontres-là, cette mise en réseau? Oui. Je dirais même que c'est les principaux moyens en fait de résoudre nos questions, c'est vraiment de se rapprocher de personnes. Et puis on a justement cette chance aussi que ce soit un milieu qui soit en construction aussi quand même
en Auvergne-Rhône-Alpes, et donc d'avoir des gens très très accessibles qui nous répondent avec grand plaisir, qu'on peut contacter sans aucun problème. Alors c'est encore plus facilité par le pôle Pixel aujourd'hui, mais pour moi c'est quelque chose. Il y a plein d'endroits où on peut rencontrer des gens, que ce soit l'aquarium ciné-café, que ce soit même les Pixel Break. Effectivement, c'est pas que de la promo pour le pôle Pixel, mais c'est vrai que c'est quand même un gros lieu, quoi. Donc, je précise que cette capsule n'est pas financée par le pôle Pixel. Donc oui, il y a beaucoup de questions qui se débloquent, et notamment sur le mentorat, par l'échange d'expériences et par les rencontres, ne serait-ce que savoir quelles aides on peut demander aussi pour nous aider à nous structurer au début, etc. Donc oui. Ouais, alors cette logique de... Moi j'aime bien l'idée que finalement à Lyon c'est encore en développement. On sort d'une époque où c'était très centralisé à Paris, mais comme beaucoup de choses pour la culture, et aujourd'hui à Lyon il y a une richesse, une densité d'acteurs. Et c'est aussi quelque chose à mettre au crédit des acteurs locaux qui ont participé à construire tout cet écosystème autour du pôle Pixel. C'est pas l'unique chose, mais quand même aujourd'hui à Lyon il se passe beaucoup de choses pour l'économie du cinéma, et c'est chouette de voir tous ces acteurs et ces nouveaux acteurs dont vous faites partie en train d'émerger. Tu voulais ajouter un aspect par rapport à ça? Est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que Lyon, en termes de perspectives de développement, vous y voyez y rester, y construire des projets, vous voyez des perspectives, ce qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ou 15 ans d'ailleurs, quand on parle avec des acteurs qui étaient des acteurs pas des acteurs comédiens, des acteurs de l'économie du cinéma qui nous disaient à Lyon, ça a ses limites. Est-ce qu'aujourd'hui on voit des perspectives qu'on n'avait pas il y a quelques années? Alors je pense qu'il y a une volonté au sein en tout cas des projets que je peux voir en incubateur de revenir en fait à Lyon et de nous donner toutes nos opportunités à Lyon. Après par exemple je sais avec le théâtre, je suis quand même obligée d'aller sur Paris. Mais je pense qu'on a toutes et tous l'envie de se lancer, de créer un vrai vivier lyonnais. Et en tout cas, il y a une vraie entraide, je pense, qui se met en place pour rester sur Lyon. Personnellement, j'ai vraiment envie de rester sur Lyon, quoi. Oui. Je te rejoins tout à fait. Après, je pense qu'il est quand même vrai qu'il se passe quand même un peu tout à Paris encore, mais que justement cet accompagnement-là et même cette volonté pour nous d'ouvrir la société à Lyon ou en région, c'est une volonté justement de choix politique en fait, tout simplement, de pas forcément vouloir aller à Paris et aussi de développer en fait une économie plus de région, etc. Effectivement, on est aussi, je pense, attaché à Lyon parce qu'on y habite, et que là autour de nous, la plupart de nos collègues techniciennes sont tous montés à Paris. Donc du coup, il y a quand même cette volonté-là, et de la part de ces collègues-là, ils espèrent aussi de redescendre un peu sur Lyon ou faire des projets plus sur Lyon, mais effectivement on est un peu dans l'obligation de monter sur Paris. Après on le fait avec grand plaisir, mais le but c'est aussi de réussir à nous mettre en réseau avec Paris et son économie, et réussir à faire du lien aussi justement avec nous, quoi. Noah, toi ton court-métrage entièrement tourné à Lyon, produit à Lyon? Oui, c'est ça. On a dit Lyon. Ouais, vraiment. On a des bâtiments emblématiques de Lyon, ça se reconnaît à l'image, c'est bon. Sélection festival à Lyon, voilà, c'est ça. Donc on est sur du projet local. Ça te tenait à cœur toi de le faire à Lyon, ou vraiment c'est parce que tu étais à Lyon que tu l'as fait à Lyon? En vrai, je trouve que Lyon est une très belle ville, et du coup, même dans l'écriture du scénario, les lieux, je les avais à peu près en tête, et du coup, c'était implanté dans Lyon en termes de visuel. Moi j'aimerais maintenant qu'on ait un peu une discussion sur le court-métrage et le contexte, parce qu'on sait que le vote du budget a totalement été adopté il y a quelques jours. Donc le budget est passé. C'est un budget qui va sans doute faire du mal aussi dans le budget de la culture, puisque quand on fait des coupes, on coupe d'abord dans la culture parce que ça ne sert à rien, la culture. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand on annonce encore des baisses de moyens pour les collectivités, sans doute des impacts dans nos activités culturelles, à un moment où vous êtes en train d'essayer de développer des projets, où vous allez avoir besoin de la force publique, de la puissance publique pour vous lancer et vous mettre le pied à l'étrier? À part de la déception et de la désespérance. Ça nous évoque tout ça. Je sais que dans la réalité des choses, là personnellement, c'est faire 2 journées. Donc une journée pour Artedif et le soir travailler, et pour pouvoir mettre de l'argent de côté.
et pour pouvoir autofinancer tout ça. Et aussi, c'est réfléchir à des budgets de proposer peut-être à côté, en fait, on propose des ateliers aussi, d'écriture, des ateliers de théâtre, et aussi des événements musicaux pour pouvoir en fait nous faire de l'autofinancement. Voilà un peu la solution qu'on a actuellement. Ouais. Bah effectivement, après les baisses de budget, ça date pas d'hier non plus, donc je pense ça s'intensifie en tout cas. Ça s'intensifie et en fait, je pense qu'on est surtout pas très surprise. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, donc un peu comme bref, bon. non, mais on peut le dire. Oui, non, mais en fait, je sais plus où je voulais en venir, mais dans le sens où, depuis qu'on fait du ciné, c'est un peu le cas que la droite s'intensifie, l'extrême droite s'intensifie, donc c'est pas en fait une surprise. Et en fait, nos solutions, c'est de continuer à militer. Donc de s'impliquer dans la politique de la culture, dans la mobilisation de la culture. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est aussi de réfléchir, je pense, nos moyens de nous financer. Effectivement, les aides publiques, c'est hyper important. Mais du coup, force est de constater qu'on est obligé de ne pas dépendre de ça. Et surtout qu'on est en train de se lancer. À Lyon, effectivement, il y a quand même une dynamique dans la région, etc. Mais on est obligé en fait aussi de se tourner vers d'autres types de partenariats, de voir en fait comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent ailleurs, donc via le mécénat, via en fait aussi même des collaborations avec des sociétés de production plus anciennes pour nous aider aussi à se développer. Après, on va pas se mentir, c'est aussi parce que on a la chance de pouvoir faire ça, d'avoir du soutien financier, que ce soit de nos proches, etc., ou d'avoir des métiers du coup plus classiques dans le salariat, qui font qu'on peut développer nous maintenant ces activités-là. Mais là, effectivement, c'est un peu la même chose. On fait 2 journées de travail aussi. On travaille sur les dissociés et sur le fait de gagner de l'argent. Ouais. Donc voilà. Ce qu'on appelle un travail alimentaire. Oui, voilà. Je tiens aussi à souligner qu'à Lyon, il y a beaucoup d'aides sur tout ce qui est boîtes de location de matériel, etc., qui ont des super rabais en fait pour tout ce qui est association ou pour jeunes projets émergents avec des moins 50, moins 70. T'as un code promo peut-être à nous Mais c'est génial. Quand on n'a pas de budget, quand on travaille avec des jeunes artistes qui veulent faire un super clip, ils ont toujours peur quand on leur dit on va prendre du matos, et en fait on arrive à faire des clips sur 5 jours avec un matériel qui nous coûte rien du tout et professionnel. Donc même les jeunes qui viennent, les bénévoles qui viennent sur les tournages, ils sont ravis d'avoir du super matériel et pas cher. C'est constant qu'il y a une vraie volonté de soutenir des projets indépendants et justement divers. Dans justement ces boîtes de location ou même des entités, des structures, des lieux qui sont prêts à prêter les locaux gratuitement ou à moindre coût, etc. Il y a une vraie volonté d'investissement dans des projets créatifs, même si c'est des projets souvent bénévoles et qui rapportent rien. Au moins qui sont aidants à ce niveau-là. Complètement. Et après, le principe même du court-métrage, mais même pour des films qui sont produits, c'est que souvent il n'y a pas beaucoup de budget. Et même quand c'est des projets rémunérés et payés, le budget est assez limité. Et c'est le principe de l'économie du court-métrage, tout simplement. Donc, mais c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que on se rend compte qu'il y a du coup plein de structures, d'acteuristes du milieu qui en fait veulent soutenir ces créations-là, mais voilà. Et puis peut-être dire aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des coupes budgétaires, les collectivités en font aussi. Peut-être rappeler aussi que les collectivités, elles composent avec des budgets qui sont aussi donnés par l'État, et que quand l'État coupe, les collectivités sont obligées de faire des arbitrages qui ne sont pas toujours simples, et que je sais que c'est votre cas aussi, que malgré tout, on a sur le terrain toujours des élus et même des fonctionnaires des collectivités qui se bagarrent pour continuer à défendre ces projets, sans qui il n'existerait plus. Et donc c'est important aussi de le dire dans un moment où on s'attaque aux baisses de budget, dire qu'il y a quand même des gens qui se bagarrent pour que ça continue d'exister et que ça permet de faire vivre tout cet écosystème. Et j'allais faire la transition en parlant du fait qu'en France on a quand même un modèle qui est puissant. On a la chronologie des médias qui nous permet d'être la première puissance cinématographique au monde. On rivalise avec les Américains. Voilà, ça dépend des années, mais en tout cas on arrive à rivaliser avec eux.
Et ça, c'est vertueux, ça, c'est un système vertueux. À l'heure où il y a plein de modèles qui sont totalement déréglés, où les normes sont complètement déréglées, on a, nous, ces règles, ces principes qui nous permettent de refinancer des films tous les ans et qui infusent aussi le court-métrage, puisque le court-métrage rentre là-dedans. Comment vous voyez cette chose-là? Est-ce que vous pensez que c'est important de le préserver? Est-ce que c'est quelque chose, vous en avez forcément connaissance de la chronologie des médias, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez vertueux aussi dans le modèle du court et du long? Oui. Voilà. Très bien, merci. Non, vas-y. Ouais, enfin c'est vertueux aussi parce que de fait on a quand même la chance de pouvoir faire des projets qui sont, même quand ils sont aidés, on va dire par le CNC, etc., où on peut quand même avoir un point de vue justement nous, oui. Et ça c'est permis de fait par la chronologie des médias, par la politique publique en fait autour de tout ça. La chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'aujourd'hui des gros financeurs du cinéma, c'est aussi des choses comme UGC, Canal+, etc. Et donc UGC a été notamment racheté. On a une concentration des médias, évidemment. Voilà. Par Bolloré. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à réfléchir aussi. Et ça demande, je trouve, quand même d'envisager une restructuration et de repenser un peu notre économie, que ce soit en micro, en macro, enfin quoi que ce soit. C'est vraiment une économie totale, je pense, qui va être amenée à changer. Et donc, oui, la chronologie des médias, elle est hyper importante, voire primordiale pour nous, notamment pour essayer de ne pas trop rentrer dans le cercle vicieux des plateformes. Parce qu'il y a ça aussi qui est un peu embêtant. Qui font la guerre à la chronologie des médias. Voilà, exactement. Et donc, voilà, si on veut garder un système où on peut quand même faire des films qui nous correspondent et qui sont un peu variés et pas uniquement les comédies françaises qu'on connaît qui peuvent correspondre à plein de gens, il n'y a aucun problème avec ça, mais voilà, pour avoir une vraie variété, il faut vraiment le sauvegarder et faire ce qu'on peut, tout en gardant à l'esprit que ça ne va pas être gagné dans les années qui arrivent. Ouais. Justement, est-ce que pour vous, si on parle d'indépendance, ça veut tout et rien dire, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes attaché dans vos activités, la question d'indépendance? Je dirais oui, parce que Artediff, même en collaboration avec tous les acteurs, les actrices qui viennent, et les artistes, il y a vraiment une vraie volonté qu'on accompagne, mais on décide pas pour eux. Enfin, on est en soutien, on va les accompagner, mais on va jamais faire des choix et leur imposer des choix. Donc, pour moi, l'indépendance, soit à la fois dans tout le système général, national, mais ça passe aussi par déjà en interne. Nous, notre politique, comment on voit avec les acteurs. Vous n'intervenez pas sur les projets en tant que tels, sur les contenus des projets. C'est ça l'idée. On peut, si on accompagne aussi sur de l'ADA, on va discuter avec eux, on va leur donner des axes. Mais après, on écoute avant tout eux, quoi. Avec la liberté artistique qu'il y a derrière. Exactement. En tout cas, de notre côté, je parle en mon nom, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Concertez-vous si vous voulez. Je pense qu'effectivement, en tout cas, l'indépendance de notre ligne éditoriale, oui. Donc, qu'on reste sur une ligne éditoriale qui corresponde à nos valeurs, etc. Après, ça dépend ce que veut dire indépendance, parce que pour l'instant, oui, on est indépendant, mais on n'a pas d'argent. Donc, du coup, et on c'est paye... la pleine indépendance. Voilà. Et du coup, pour l'instant, on ne peut pas se rémunérer avec ça. Donc, il y a aussi ce truc de comment est-ce qu'on fait des concessions, jusqu'à où est-ce qu'on est prête à aller, dans le sens avec qui est-ce qu'on est prête à collaborer, mais en même temps ça amènera aussi une stabilité financière de nos côtés, donc qui est quand même assez nécessaire si on veut s'inscrire quand même dans le droit du travail, le fait de respecter les salaires des gens, etc. C'est quelque chose d'assez large, et après je pense qu'on va aussi prendre l'argent là où il est. Et souvent, il est quand même dans les grands groupes. Et ça n'empêche que ces grands groupes financent aussi des propositions artistiques assez engagées aussi. Donc, après, ça peut être du pinkwashing, etc. Mais dans tous les cas, c'est là. Et si on veut s'inscrire en tant que boîte de production, dans tous les cas, on est obligé de rentrer dans un système capitaliste. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même...
si on voulait garder notre totale indépendance, je pense qu'on ne montrait pas de société de production. Donc, voilà, c'est les compromis. Est-ce que c'est votre vision des choses aussi cette indépendance est importante, mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à créer une économie qui permet de monter ces projets et de les rendre pérennes, parce que c'est ça aussi le sujet, la pérennité de ces projets. Oui, c'est évidemment une grande question. Après, nous, on est tellement au tout début que pour l'instant, on a du mal à se projeter sur où est-ce qu'on va se positionner là-dessus. L'avantage, c'est que personne ne peut vous racheter. Hein, là, pour l'instant, non. Donc, on est loin de tout ça encore, moi j'ai l'impression. Et je pense que c'est aussi pour ça ma réaction de tout à l'heure par rapport à créer une boîte de prod. C'est parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver confrontée à ces questionnements-là. Parce que par ailleurs, moi j'ai une compagnie de théâtre qu'on essaye d'ancrer géographiquement et machin. Et je vois déjà toute la dissonance que ça a créé. Et du coup, je me dis, là c'est un espace qui est quand même relativement agréable dans lequel on évolue. Donc voilà, j'ai du mal à me pencher sur le sujet, mais oui, je pense qu'à un moment, nous, on aime beaucoup faire travailler effectivement tous les gens autour de nous à Lyon. On aimerait beaucoup être rémunérés pour ce qu'on fait, donc oui, à un moment, il va falloir le trouver, l'argent. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, un peu des œillères. Ça a quand même été déjà des réflexions qu'on a eues. Enfin, il y a un projet de très très loin, mais de films qu'on a. Ouais. Et genre, c'est dans les années 70, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu compliqués. On a tourné un peu des capsules autour de ça, mais c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, au bout d'un moment, il faut qu'on trouve de l'argent pour faire ça, mais à quel point ça va nous couper notre idée et notre envie artistique. Du coup, on en a déjà un peu discuté sans rien acter. Pour l'instant, on flotte un peu dans tout ça, on verra après. Mais effectivement, nous, c'est forcément dans les valeurs qu'on porte, c'est aussi important. Donc, en fait, on a déjà eu aussi cette discussion plusieurs fois, c'est qu'on se fixe quand même des limites. Alors, on les rediscute régulièrement. Des fois, on les revoit un peu plus larges. Et puis, des fois, on préfère justement recadrer vraiment, notamment sur tout ce qui est valeurs écologiques. Voilà, il y a aussi cette notion de est-ce qu'on peut pas trouver des partenaires qui nous accompagnent avec une réelle envie en fait de s'inscrire dans ce cercle-là. Et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas que du greenwashing ou du pinkwashing, il y a aussi des entités qui sont là réellement avec cette envie-là de construire un avenir différent et voilà. Donc c'est aussi faut pas oublier que nous on arrive avec des valeurs qu'on porte, etc. et d'autres personnes le font en même temps ou le font depuis plusieurs années. Donc se rapprocher de ces personnes-là aussi, ça peut débloquer tout un autre réseau et puis trouver des financements autres, des partenaires qui peuvent nous correspondre aussi. Donc il ne faut pas hésiter à creuser de ce côté-là. Ce n'est pas forcément les endroits où il y a le plus d'argent, comme tu le disais tout à l'heure, Maëva, mais il faut creuser et puis il y a toujours des choses à faire et des choses à construire surtout. On a évoqué pas mal de thèmes intéressants. Moi, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans le concret, que vous nous parliez un petit peu des projets que vous avez devant vous, de ceux qui vous tiennent à cœur ou de projets que vous souhaitez vous-même accompagner. Tu peux garder la parole si tu veux. Oui, du coup, le projet qu'on porte maintenant, là qu'on a fini de monter en fin 2025 et qui est actuellement au festival. Donc c'est un film qui s'appelle Éclat, qui est réalisé par Maëva et qui du coup se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc c'est un film local. Voilà, encore une fois. Donc c'est deux jeunes filles qui sont dans un centre pour des troubles alimentaires et qui ont envie de s'évader. Donc en fait, on peut suivre façon road movie leur petite aventure. C'est un film qui est tout doux, très chaleureux. Enfin voilà, il y a un côté très très doux à ce film. Et donc actuellement, on l'envoie en festival. Oui, tout à fait. Et là, on a commencé justement du coup la distribution en décembre. Et du coup,
séparément pour des questions de budget, c'est moi qui l'a fait, la distribution. Donc, justement, ça se passe comment quand tu parles de distribution, si on doit expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est? Alors j'ai un très grand tableau Excel où du coup j'ai commencé j'ai listé du coup tous les festivals déjà de catégorie A dans lequel ils pouvaient rentrer. Donc catégorie A, c'est les catégories reconnues par le CNC, etc. Et à côté de ça, tous les autres festivals qu'on connaît un peu ou qu'on trouve sur Internet ou un peu partout. Je mets tout ça dans un tableau avec les liens d'inscription et après on envoie les films un par un. Et c'est fastidieux. Et c'est très long, c'est très très long. Je pense que je passe plusieurs heures par semaine à faire ça en fonction des ouvertures. Mais du coup on a ce projet-là qui est en festival, qui a déjà été sélectionné dans 3 festivals à ce jour. Donc c'est chouette et puis on espère qu'il soit aussi pris dans des festivals on va dire un petit peu plus gros, même si c'est très chouette justement aussi d'avoir des festivals à plus petite échelle parce que ça permet d'avoir des réels échanges avec le public et puis notre but c'est surtout que le plus de gens possible le voient. Donc c'est surtout ça parce que de toute façon on gagnera pas d'argent avec, donc c'est vraiment que un maximum de gens découvrent ce qu'on fait, etc. Donc on a ça comme projet. Et à côté de ça, du coup, moi j'accompagne un réalisateur qui s'appelle Thomas Crescent et qui réalise une trilogie de courts-métrages traitant de la question du travail. Donc c'est 3 courts-métrages, 3 histoires distinctes où on aborde la question du travail dans la jeunesse des banlieues, autour aussi de travailleurs, de techniciens, d'ascenseurs et qui parlent de leur paternité, etc. ou de travailleurs de nuit. Donc voilà, donc c'est 3 courts-métrages distincts mais qui ont la même direction artistique, qui ont la même volonté de faire du cinéma un peu fait main. Donc c'est ça un peu les projets qu'on accompagne en ce moment. Et on a un petit podcast aussi qui s'appelle C'est dans la boîte. C'est chouette. Qui est autour du cinéma, de comment est-ce que nous on visualise le cinéma, comment on fait du cinéma, comment on est arrivé dans le cinéma, enfin un peu tous ces sujets. Donc c'est dans la boîte, on est sur YouTube, Spotify, Deezer, toutes les grandes plateformes détenues par des milliardaires. Du coup. Toutes américaines. Ouais, mais il y a Deezer. Mais on a 2 épisodes du coup là qui sont. Deezer. Pardon. Ouais, pardon. Non, il y a 2 épisodes là qui sont sortis, dont un du coup sur nos débuts et un autre du coup sur la place du bénévolat dans l'art. Et donc on aborde ces questions-là. Qui est très tabou d'ailleurs. Tout à fait. Mais du coup, là on commence tout juste le podcast et du coup ça va se développer. Super. Noah, tu voulais ajouter quelque chose à ce niveau? Non, moi pour le coup, avant Éclat, du coup c'était mon film qu'on a fini qui a fait 1 an de distribution et du coup avec quelques sélections surtout à l'international et du coup c'était voilà, c'est plutôt la fin pour le coup mais en gros on a essayé de faire des courts-métrages qui nous ressemblent mais pour commencer à composer un catalogue assez crédible pour la boîte de production, c'est-à-dire pour montrer un peu notre ligne artistique mais aussi la diversité des projets entre du coup Chronique de la forteresse du King, Éclat et la trilogie du travail qui arrive. Enfin on a voulu composer un peu une palette avec nos valeurs et surtout du coup avec une certaine crédibilité en festival. Voilà. Donc donc tu es satisfait de la distribution du film, la réception au festival? De ce que j'en ai vu, oui. Notre première sélection, c'était le festival Écran Mixte à Lyon et du coup ça a fait une très belle première pour le film au Comédia. C'était assez super. Voilà. Qu'on salue. Très chouette cinéma aussi. Et chouette festival. Même question, les projets un peu du moment, je sais pas, peut-être vous voulez prendre la parole? Je crois que Léa a envie que je prenne la parole. Nous, du coup, comme disait Margot, on a tourné un film en novembre pour le Nikon Film Festival, du coup qui est sorti sur le site du Nikon. Et sinon, qui s'appelle Murmure. et sinon, on a 2 projets qu'on peut envoyer à une boîte de distribution qui s'appelle Cinestrib. Et en fait, on a présente au festival avec des films au festival. Voilà, on salue Madison. Et du coup, on a tourné 2 films cet été, un réalisé par Margot, dans lequel je joue, et un que je réalise, dans lequel Margot joue. C'était pas forcément voulu, on a eu des petits problèmes d'acteur-actrice, ça fait un peu, on a un énorme ego quand je dis ça. C'était pas l'idée de base. Mais du coup, voilà, ils sont en cours de... Enfin, ils sont bientôt finis, non ? Ouais, voilà. Donc, on en est à là. Et on a toujours plein de projets, mais ça, c'est un peu mon problème. J'ai beaucoup d'idées. Et Margot calme un peu le truc. Voilà. Ouais. Genre les chevaux sur la place, elle voulait pas. Je trouvais ça super. Et Léa, peut-être? Oui. Du coup, cinéma là,
à Lyon, il y a un jeune festival qui s'est créé, qui s'appelle le Vertical Fest. Très bien, c'est l'instant promo. Voilà, et du coup c'est des potes qui ont fait ça, et c'est la 2e édition, et du coup je me suis dit que cette année ça pouvait être fun de faire 4 courts-métrages, donc réaliser 4 courts-métrages en une semaine. Ouais, très bonne idée. Voilà, je ne le referai plus, sachant qu'il y a Clermont 2 semaines avant, donc ouais, non là ça va être l'objectif, tout se déroule quand même pour le mieux sur la prépa. Et du coup, dessus, je vais réal, je vais co-réal aussi. Ouais. Et en fait, le but, c'est de venir découvrir des nouveaux talents en tant que des réalisateurs, des techniciens, des acteurs, actrices. Et de venir un peu en force sur ce festival et surtout s'amuser en fait pendant cette semaine. Cette semaine, ça fait un peu résidence. On va être du coup à Lyon, tout se passe à Lyon. Donc, c'est voilà. quand ça en termes de temporalité ? C'est dans 2 semaines. Voilà, parfait. Non, mais c'est juste pour remettre une couche sur le sujet. Voilà, et puis on est en post-prod sur 2 clips, dont un qui est vraiment presque terminé, et on attend pour le sortir. Donc là, on est vraiment en réflexion de stratégie de com entre la sortie de l'album, quand on sort le clip, etc. Le clip s'appellera Night Shift, et c'est pour Kern, le collectif Kern. Voilà. Très bien. On voit que les interactions et la mise en réseau, ça fonctionne. Ah oui. Pleinement. Oui, Maëva, je t'ai vu prendre le micro, reposer le micro, mais finalement, ouais, mais ça arrive. Moi, avant qu'on finisse, j'aurais bien aimé que vous nous donniez chacun un cours qui vous a marqué cette année sur le festival de Clermont, ou un film que vous avez envie de voir. Oui, vous avez le droit de prendre vos notes, évidemment. Moi, j'ai bien aimé un film qu'on a vu hier, qui est distribué par Cinestrib, qui s'appelle Mur, et j'espère que je vais pas me tromper de nom de réal, mais je crois que c'est Basile Carpentier. Ça sera vérifié par la post-prod. Voilà, mais peut-être que je me trompe, parce que je fais vraiment de tête. Je réfléchis. Ok. Ah oui, je vous prends de court, hein. C'est un petit peu... Instant court. Oui, il y a un jeu de mots, évidemment. Oui, mais bien sûr. Tous. J'adore. Là, hier, on a eu, j'ai beaucoup apprécié Au bain des dames. Ouais. Et aussi Fanny à la plage. D'accord. Qui toujours, je crois que j'ai besoin de vacances en fait. Mais non, j'ai beaucoup aimé en fait toute l'approche finalement. C'est drôle, mais en fait aussi c'est très profond et très touchant, et ça parle aussi de femmes, d'une mère célibataire, de tout son rapport à sa féminité. Souvent les mamans s'oublient beaucoup et s'oublient qu'elles sont des femmes. Donc ça m'a énormément touchée. Et pareil pour Au bain des dames. Je me souhaite d'être pareil plus tard. Qu'est-ce que c'était drôle. Ah oui, c'était très beau. Touchant ce cours. Et à la fois très touchant. Et on salue Pastis. Hein. Oui. C'est le petit, c'est un chihuahua, hein, c'est ça. Ouais. Hein. Croisé, porte-fenêtre. Ah oui. C'est ça, oui. Il est très très bien. Ouais. Moi j'ai beaucoup apprécié Dr Poppers, qui était dans la sélection Plan rapproché, qui est très drôle, moi qui m'a fait mourir de rire vraiment. Rien que le jeu de mots Provence-province m'a eu à 200%. Mais sinon... ça parle de quoi, la Poppers, en un mot ? C'est une artiste qui est descendue à Clermont pour un festival, justement, il me semble. Voilà, il se fait chier à Clermont, en gros. Et c'est... Oui, parisien. Et qui rencontre quelqu'un sur une appli. La personne ingère du poppers, et donc il se retrouve à l'hôpital. Voilà. Et mais il est un peu dur à pitcher parce que c'est juste complètement barré en fait, et c'est très drôle tout le long. Il y a le fait que ça se passe à Clermont aussi. C'est super parce que je trouve que ça l'ancre aussi dans l'actualité du festival. Voilà, et donc comment leur petite aventure va finalement les rapprocher. Voilà, très bon film. Et tout ce qui est décor, direction de costume,
c'est d'un travail. Tout a été léché aux petits oignons. Franchement, c'est incroyable. Ouais. C'est beau, c'est que rose et vert. Ouais. C'est beau. Et, C'est trop bien fait. et le jeu de chaque personnage est incroyable. Enfin, à mourir de rire. Noah? J'avais hésité avec Dr Poppers. Ouais. En plus, je fais du drag aussi dans la vie civile Ouais. et il y a des drag queens qui sont présentes dedans. Du coup, je vous connais, c'est trop mignon. Mais désolé, il est déjà pris, il faut en prendre un autre maintenant. Oui, mais j'ai trouvé mon deuxième. Je sors de la séance internationale 4. Ouais. Chaque film, je me disais, oh, il est trop bien, oh, il est encore plus bien, et etc. Bref. Et du coup, le dernier, c'est A Shot at Art, qui est un film du Pays-Bas sur des personnes âgées qui sont bénévoles dans un festival d'art et qui vont se retrouver un peu face à l'absurdité d'une œuvre d'art. Okay. Et du coup, globalement, c'est un peu un film, je trouve, d'émancipation de petites vieilles qui sont trop mimes et qui vont un peu se battre contre le patriarcat. Et c'était assez jouissif. Toute la salle a fait que rire pendant tout le film. C'était trop bien. C'était doux et à la fois la symbolique était assez forte. Donc voilà, c'était trop bien. Maëva. J'ai aussi hésité avec Dr Poppers. Bon, il vous a marqué au moins. Non, il était vraiment chouette. Mais du coup, moi, c'est une séance que j'ai vue, donc F7, donc compétition nationale. C'est La Grande Envie. Donc c'était le dernier film projeté de la séance. Je vais lire le pitch parce que je pense que je ne saurais pas mieux le faire, mais c'est Francis, 15 ans, prépare sa chambre pour une masturbation en bonne et due forme devant les photos Instagram d'une jeune fille. Alors qu'il commence tout juste son affaire, il apprend la mort de son grand-père. Et je l'ai trouvé très très bien. Au début, j'avais un peu peur. Et au final, je l'ai trouvé très chouette parce que, en fait, il parle de l'adolescence et des émotions qui sont difficiles à exprimer à cet âge-là. Et notamment quand tu es un garçon qui apprend sa sexualité. Et même si donc, je ne suis pas un garçon, mais ça m'a quand même beaucoup touchée parce qu'il y a aussi 2 autres personnages féminins dedans qui ont une très grande place et qui sont très intéressants. Et la mise en scène était aussi très très drôle. Et on a réussi à rire de la mort du grand-père, donc enfin pas de sa mort, mais avec. Mais voilà. Et puis peut-être pour finir, Louise et Margot, peut-être quelque chose qui vous a marqué, un cours qui vous a... Oui, moi j'ai beaucoup aimé Fanny à la plage aussi, mais du coup il est déjà pris. Donc j'en ai pensé à un autre. C'est bien. Que j'ai vu ce matin. Ouais, t'as vu. C'était Obi the Boy dans ISIS, je crois. Mais globalement, tous les courts-métrages de cette session-là, je les ai beaucoup aimés. Mais celui-là particulièrement, c'est le tout premier. Et il est très feel-good. Et ça m'a fait un bien fou. Parce qu'il y en a beaucoup où je ressors où je me dis... Oui, ça met un coup, oui. C'est dur. Ouais. Et là, c'était très beau. C'est une relation entre un fils et son père, mais ça se passe au Nigeria. D'accord. La mère meurt, mais en fait, le fils... du coup, il y a un conflit entre le père et le fils. Du coup, le père refuse que le fils soit là. Et puis finalement, il se rabiboche un peu. Et puis, la fin est trop belle. Vraiment, je le conseille. Très, très beau. Tu voulais rebondir dessus ? Oui, sur le feel good, je crois que j'aime beaucoup en fait les différentes programmations parce que il y a des super beaux cours où c'est très profond, il y a des messages qui sont super forts, mais il y a aussi des cours qui viennent redonner une respiration à ce monde en fait et de se dire waouh. Enfin par exemple les projections vacances. Ouais. Ah, elles font du bien. Ouais. T'as vraiment besoin de prendre des vacances. C'est pas le moment. Non, mais. Dans 2 semaines, c'est pas en vacances. Non. Mais ouais, non, c'est. Il y a vraiment des super beaux cours et de se dire. Ça fait du bien aussi de rire, de rire aux larmes aussi devant le grand écran. Oui, surtout que Clermont est bon public. Et il y a des standing ovations à chaque fois que des films font rire. Et surtout quand ils font rire et qu'ils touchent en même temps. Et ça, c'est la force de ces cours. Au bain des dames. Oui, clairement. Clairement, on est là-dedans. Un dernier cours, peut-être ? Du coup, il faut que j'en redonne un. Je l'ai de tête, mais j'ai pas le nom du réal, là, par contre, de tête. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Ce qui n'existe pas. Ouais, voilà, très bien, j'ai vu. Tu l'as vu, Ouais. voilà, super. Ouais. Non, mais par contre, moi, c'est pas des trucs très feel-good et drôles. Non. Enfin, il est pas non plus si... Il est pas horrible. Il est pas horrible. Non, Franchement, par rapport à Mur, ça va. Mais c'est vrai que moi, je suis...
Je rigole difficilement face au truc et je crois que ça me marque plus les trucs qui vont me faire me sentir mal à l'aise ou triste ou quoi, mais positivement. Enfin, du coup, voilà. Ouais. Et puis celui-là met à l'honneur nos paysages d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, c'est pour ça. Enfin, il y a les Alpes et moi, ça m'a. C'est très beau, direct, bien sûr. Voilà. Très chauve cet épisode. C'est l'instant promo, mais en permanence. Voilà. Les canapés sont bleus d'ailleurs, hein, vous l'aurez remarqué. Mais merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez dire une dernière chose, peut-être saluer des membres de votre famille, des amis, passer une dédicace? On dit bonjour à Louana et Logan, qui sont notre diffuseuse et notre chef op. Ouais. Voilà. On les salue. Voilà. Et moi, mon équipe. Oui. Donc ma présidente Laura, Agathe, notre amie et collègue chère à notre cœur, et Alban aussi, qui nous aide sur beaucoup de projets en scénographie et en déco, et qui est un grand soutien émotionnel tout le temps pour Artedif. Donc voilà. Bon, je salue pas forcément mon équipe, mais après ils savent quoi. Mais on remercie un peu Pierre quand même de nous avoir mis en lien, et Victoria de nous avoir accompagnés. Oui. Et du coup le pôle Pixel et du coup, juste pour finir, si jamais vous voulez suivre ce qu'on fait, c'est sur Instagram, c'est les-du-bas dissociés sans écriture inclusive. Ok, très bien. Oh, aïe. Non. On fera un deuxième débat de 2 heures sur le sujet juste après le jingle. Un dernier mot peut-être ? Non, on est bon. En tout cas, moi, perso, je salue ma maman aussi. Voilà, pourquoi pas après tout. Et mon pizzaiolo, puisque une semaine sans toi, c'est très dur. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine à Saint-Étienne. Voilà, c'était les petits mots que je voulais passer. Merci d'être venu sur notre plateau, ici sur Instant Court. Et puis, bonne continuation à Clermont. Profitez au max de cette semaine. Bonne continuation avec le pôle Pixel. Et puis, toutes mes salutations à Pierre, qui nous a permis de nous retrouver ensemble ici. Et merci à vous aussi pour l'invite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on va terminer cette émission avec la traditionnelle pastille complètement décalée. Et pour autant, avec quelques résonances actuelles, c'est mon moment court-circuit. Alors oui, je sais que vous êtes tentés de penser que je vais encore venir vous servir une chronique à peine réchauffée, vaguement écrite dans un taudis de Montferrand, nourrie à l'alcool tiède, d'une soirée arrosée à l'amicale bouliste, gangrénée par un humour douteux et un prosélytisme à peine masqué. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais non, ça n'arrivera pas. Voilà, j'ai changé. Cette année, je suis arrivé à Clermont avec une méthode, une rigueur et surtout une ambition nouvelle. J'ai lu la presse locale. Parce que si le cinéma est un miroir de son époque, alors La Montagne est un film catastrophe à gros budget, mais sans effets spéciaux, sans casting, et avec un scénario écrit directement sous l'exomile. Tiens, par exemple, cette semaine, on apprend que plusieurs rues du centre-ville de Clermont-Ferrand se sont partiellement affaissées à cause des caves souterraines. Des kilomètres de galeries sous Clermont, un gruyère urbain, une ville construite sur du vide, des bouteilles consignées de 1992 et des rêves de rénovation jamais financés. Une métaphore assez fidèle, finalement, de l'économie de la culture en 2026. En surface, on sourit, on programme, on trinque. On parle de lignes artistiques fortes et de rayonnement territorial. Et en dessous, tout est vide, fragile et prêt à s'effondrer au moindre pas de producteur ou à la première coupe dans le budget de l'État. Parce que la culture, après tout, ça ne nourrit pas son homme. Ça ne sert à rien. Alors, dans un autre encadré, on parle de restrictions budgétaires, de désengagement des collectivités, de priorités à redéfinir. La culture doit se réinventer, encore, être plus agile, plus résiliente, moins chère, idéalement gratuite, voire bénévole. Avec si possible une vraie rentabilité émotionnelle et un impact mesurable en story Instagram entre 2 photos de brunch subventionnés. Plus loin, un titre rassurant, toutefois, la ville lance une grande concertation citoyenne. Comprendre ? Personne ne sera écouté, mais il y aura des post-it, un paperboard et des petits fours. Et puis bien sûr, il y a les faits divers. Alors là, je me régale. Un sanglier aperçu à l'aube dans une zone pavillonnaire, ce qui relance immédiatement le grand débat démocratique sur la régulation de la faune par les premiers écologistes de France, vous savez, les chasseurs, déjà en train de s'organiser pour lui tirer dessus, au nom de la biodiversité, de la tradition et d'un profond amour de la nature motorisée.
Aussi dans l'actualité des faits divers, un feu de poubelle mystérieux, immédiatement analysé par un éditorialiste de grande chaîne nationale comme la preuve d'un ensauvagement généralisé de la société, probablement causé par les réseaux islamistes, le wokisme, les trottinettes électriques et la disparition progressive du fromage au lait cru. La poubelle, elle, n'a jamais été entendue, alors que c'est le premier témoin. Un habitant aussi, enfin persuadé que son voisin est un fantôme, après avoir consulté une médium réputée sur le Darknet, moyennant 60 €, un virement en Bitcoin et une photo floue prise depuis Google Street View. L'enquête est en cours, le voisin aussi. Bref, déjà 3 courts-métrages sélectionnés l'an prochain. Vous l'avez compris, un documentaire Arte narré par une voix grave et une adaptation en série pour une plateforme qui annulera le projet après le pilote, faute de public suffisamment identifiable, bien évidemment. À ce stade, je referme le journal parce que tout est là. Le monde va mal, il va vite, il s'effondre par endroits et il n'a clairement plus beaucoup de patience pour les formes courtes, lentes, fragiles et sincères. Et puis au milieu de tout ça, il y a nous, le festival du court-métrage, Clermont-Ferrand, cette anomalie temporelle où le cinéma n'est pas encore totalement mort, où les salles sont pleines à craquer, où les gens parlent encore de films qu'ils ont réellement vus et pas seulement pitchés. Un endroit où un court-métrage peut encore exister sans devenir un contenu, un produit, ou un pilote de série potentiel si jamais on le redéveloppe avec un casting bankable et une fin un peu plus optimiste. Alors oui, le monde va mal. La culture est fauchée. Mais ici, pendant quelques jours, on continue de croire que 18 minutes peuvent encore compter. Et rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Aller voir des cours, vraiment, c'est peut-être la dernière chose qui fonctionne encore normalement. On va remercier aussi toutes celles et ceux qui permettent à Instant Court d'exister, remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous mettre à disposition ses locaux de tournage. On est accueillis tous les ans dans des conditions exceptionnelles, avec la sympathie des personnes qui nous reçoivent, et on les salue. Laurent, Géraldine, Florence, merci à toutes ces personnes qui permettent à Instant Court de se dérouler dans les meilleures conditions. Merci aux équipes de Phénomène Production qui sont aux petits soins pendant toutes ces longues journées de tournage avec des moyens parfois réduits parce que la période est compliquée. Merci à tous les bénévoles et tous les chroniqueurs, les chroniqueuses qui se sont succédés pendant ces jours de tournage ici à Clermont-Ferrand. Merci aux équipes du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand pour leur accueil, leur sympathie et leur disponibilité pour nous aider à mettre en place cette émission, ce programme sur Spectre. Merci enfin à Julien, le rédacteur en chef de Spectre, d'avoir coordonné l'ensemble de l'organisation éditoriale de ces quelques jours ici en plein cœur de l'Auvergne. C'est toujours un moment particulier, un moment suspendu où on prend beaucoup de plaisir et on espère qu'on vous en donne aussi, en tout cas qu'on vous donne envie d'aller voir des cours, d'aller en salle, d'aller profiter de séances qui font réfléchir, qui font voir le monde autrement et qui donnent un petit peu de baume au cœur. En tout cas, c'est le sentiment que nous gardons en sortant de ces salles et en nous apprêtant à quitter Clermont-Ferrand avant d'y revenir, bien évidemment, et très probablement l'année prochaine avec toujours la même envie et la même curiosité. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à tout bientôt. Allez voir des cours. Ciao. Allez Marcel, démarre, on s'en va.